TCF, la chaîne de l'unité nationale. Bonjour à vous Baudelaire Nguéné et merci de me passer la parole. Un bonjour spécial également à vous mesdames et messieurs. Eh bien, nous sommes toujours en direct de Bangui, la capitale centrafricaine, dans le cadre de cette édition spéciale RCA. Une coprésentation avec vous, Gypsy Roumou. Bonjour. Bonjour Alice. Située au cœur de l'Afrique, la RCA en tant que pays enclavé qui a une superficie de 623 000 km² et une population estimée à plus de 5 millions d'habitants qui dispose d'énormes ressources minérales, mais malgré cela, elle n'arrive pas à se développer. Face à cela, un projet a été initié par son Excellence le Président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui a le Sango Coin pour pallier à ce problème de développement. Le pays s'est donc officiellement lancé dans le chantier de sa propre crypto-monnaie, le Sango, qui est un futur crypto-hub africain. Il devient alors une monnaie officielle à côté du franc CFA, qui est par ailleurs fortement critiqué à travers l'Afrique francophone. Cette décision suscite donc au passage une grande effervescence au sein de la population et semble également attaquer de l'intérieur mais également de l'extérieur. Alors pourquoi le Sango Coin suscite autant de réactions? Pourquoi est-il autant attaqué? Mais surtout, et pourquoi il est présenté comme un projet révolutionnaire? Élément de réponse dans un instant. Alors, pour en débattre de ce sujet, notre premier invité est le docteur Yam Timba, qui est un économiste, analyste politique, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour, docteur. Bonjour, Gypsy. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. Il y a eu une petite légère pluie ce matin. Il y a les fleurs qui semblent éclore, donc tout va bien. Ça va. Alors, justement, notre deuxième invité dans le cadre de cette spécial est le président Banda Kani, qui est un homme politique. Il est également le premier du mouvement panafricaniste en Afrique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bibara Lakwe. Ikwa Ibarala. Oh, ben voilà. Bonjour Alice. Bonjour Gypsy. Bonjour mon cher copanéliste et docteur Yam. Pionnier avec d'autres mouvements panafricanistes de cette génération, parce qu'on continue ce que d'autres ont commencé avant nous. Nous payons notre dette à leur égard et on espère qu'on sera à la hauteur. Mais la journée commence très bien, vous êtes très belle. Merci. Très belle. Et puis, écoutez, que la vie a-t-elle un sens, docteur, sans les femmes? La vie a tel sens, ce sont les femmes. Alors, docteur Yam Timba, dites-nous en quoi le projet, ou bien en quoi le Sango Coin est-il important? Écoutez, c'est beaucoup plus grand. C'est pas seulement le Sango Coin qui est l'expression monétaire. Projet Sango, donc c'est vraiment le projet tout entier qui est révolutionnaire. Révolutionnaire parce que cela va faire entrer le Centrafrique et l'Afrique dans le concert des nations qui auront réalisé un miracle économique. Et je crois que c'est l'une des choses que le président actuel a promis durant sa campagne à son peuple et à l'Afrique. Alors, si vous parlez d'un miracle économique, qu'est-ce que cela va apporter réellement sur le plan économique? Pour bien comprendre ce que cela va apporter, il serait bien de retracer le contexte dans lequel ce projet est né. Vous avez donc le président Touadéra qui est en campagne dernièrement et qui fait une promesse tellement forte que cela va secouer toute l'Afrique centrale, pas seulement le Centrafrique. Il dit, au cours de mon prochain mandat de 5 ans, je voudrais investir dans mon pays 42 milliards de dollars. Personne n'y croyait. Ce n'est pas que personne n'y croit, c'est que tout le monde se demande comment il va faire. Comment il va y arriver. Parce que 42 milliards de dollars, c'est, voyez-vous, les 2 tiers du PIB du Cameroun. Or, le Cameroun, c'est un mastodonte en Afrique centrale. Et quelqu'un sort d'un pays qui a un PIB de 2,5 milliards de dollars et il dit, je vais en investir 42 au cours du prochain mandat.
Alors les gens se disent, il va investir 21 fois notre PIB en 5 ans, on aimerait savoir comment il fait. L'Assemblée nationale se met au travail, le Conseil économique et social se met au travail. Je rappelle que justement, ça a commencé par là, parce qu'on comprend bien que Conseil économique et social, ça cogite essentiellement. C'est les moteurs. Voilà, c'est les hommes d'affaires, c'est vraiment ceux qui sont au four et au moulin sur le plan économique tout le temps. Et le gouvernement se met au travail et le président, qui est quand même expert en mathématiques cryptographiques depuis 36 ans, 36, je crois que beaucoup autour de cette table n'étaient pas encore nés. 36 ans, se met au travail et essaie de tirer ce qu'il peut tirer de toutes ses recherches et de toute son expérience d'enseignant. Et de là, ils vont donc sortir la solution qu'est le projet Sango. D'accord. Mais qu'est-ce qui va permettre que par rapport au Centrafrique d'aujourd'hui, cela puisse se faire? D'abord parce qu'ils vont évacuer le contexte monétaire de la Centrafrique, contexte actuel, ou disons qui a précédé la loi du 22 avril, qui est le contexte du franc CFA. Et le franc CFA, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire parce que ce n'est pas tout à fait une monnaie, c'est en fait un bon du trésor français qui circule ici. Ça veut dire que ce pays, comme 14 autres qui utilisent le franc CFA, n'ont pas de monnaie. En fait, c'est le trésor français qui gère ces pays-là sur le plan financier. Et ce n'est pas différent du fait que la France gère un département français. C'est exactement ce que fait le Trésor français. Quand on dit la Réunion, les Vosges, etc., l'île de... C'est ça que le Trésor français fait. Donc ces pays-là, en réalité, sont gérés par la France comme des départements français purement et simplement. Et du coup, il va se dire, mais... qu'est-ce que ça signifie exactement? Cela signifie que si vous voulez faire du commerce au niveau international, c'est la France qui achète pour vous, c'est la France qui vend pour vous. En fait, vous n'existez pas. Voilà. Forcément, elle a des intérêts. Non, elle n'a pas que des intérêts. En fait, vous êtes son intérêt. C'est pour ça qu'elle passe son temps à dire mes intérêts africains. Mais monsieur, vous êtes la France qui est en Europe, ne peut pas avoir des intérêts en Afrique, parce que le Centrafrique ne peut pas se lever et dire j'ai des intérêts en Europe. Non. Donc, la France va donc décider quelle est la vitesse de votre développement, quelle est la qualité de votre développement, quel est le contenu de votre développement, quelle est la vitesse de votre développement et quels sont les partenaires au développement que vous pouvez avoir, quels sont les partenaires commerciaux que vous pouvez avoir. Et ça, le président se dit, mais c'est quand même un gros problème. Et en plus, il y a un certain nombre de mécanismes du franc CFA, comme le compte des opérations au Trésor français, qui plombe totalement, bloque le développement de ces pays-là. J'explique. Quand vous exportez, vous vendez à l'extérieur, tous les revenus de la vente vont d'abord dans le compte des opérations au Trésor de France. Et le Trésor français, l'État français, prend cet argent, l'utilise dans son budget, exactement comme vous avez votre budget chez vous, l'utilise dans son budget pour payer des types qui ne travaillent pas. On appelle ça là-bas les allocations chômage. C'est-à-dire que des gens se lèvent le matin, se brossent les dents, se mettent devant la télé, ne font rien du tout, et à la fin du mois, l'État français les paye. Et ça vient en grande partie et totalement du franc CFA, donc du travail des Centrafricains, des Camerounais, des Ivoiriens, des Sénégalais, etc. Et 50% de vos revenus d'exportation vont là, mais ça peut aller jusqu'à 85% parce qu'ils ont des taxes, des frais que eux seuls comprennent. Ça veut dire qu'il y a forcément des enjeux alors, pour la RCA. Mais bien sûr qu'il y a des enjeux, d'autant plus que la RCA est un scandale géologique. À ce jour, les réserves minières prouvées, je ne parle pas encore de ce qu'on estime, mais de ce qui est prouvé, s'élève à 3 000 milliards de dollars. Ça veut dire à 1 800 000 milliards de francs CFA. Je vais répéter, parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Les réserves minières prouvées de la RCA à ce jour, c'est 1 800 000 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, le pays doit se contenter de 1300 milliards seulement de PIB. Alors le président, il se dit, il faut que je trouve une solution à ça, parce que moi, j'ai presque 6 millions de compatriotes qui m'ont élu. Il faut que je trouve la solution pour qu'ils puissent avoir une vie confortable. Après 62 ans d'indépendance. Après, oui, bien sûr, parce que de toutes les manières, comme vous êtes un département français, mais le genre de département qu'on a spécialisé dans la fourniture des matières premières, mais dans le cas de la Centrafrique, vous n'exploitez même pas ces matières premières. On vous a spécialisé à être un stock
un stock de matières premières. Donc restez d'abord là en attendant. Si vous ne vivez pas, si vous ne mangez pas, ce n'est pas bien grave. Tant que c'est bon pour le rang de la France, comme ils disent, pour que la France tienne son rang dans le monde, eh bien ça va aller. Alors le président et toute l'équipe dirigeante de ce pays vont donc aboutir, leurs réflexions vont aboutir à la fameuse loi du 22 avril 2022 qui fait du Bitcoin la monnaie de référence. Je voudrais évacuer deux problèmes. Le Bitcoin n'est pas en concurrence avec le franc CFA. Le président évite les clashs inutiles. C'est vrai que c'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Et il dit, je ne vais pas rentrer en guerre parce que ça va être compliqué, il faudra convaincre les autres pays. Mais là, j'ai une urgence, il faut que je m'occupe d'abord de mon pays. On verra comment le reste va suivre. Et il n'y a donc pas la question, parce que la BEAC après va réagir, non, il faut interdire. Le franc CFA n'est pas la monnaie exclusive de la CEMAC. Dans les textes de la BEAC et dans les accords avec la France, c'est la monnaie unique dans le cadre légal qui a été créé. Mais ce n'est pas la monnaie exclusive de tous ces pays-là. Donc le président est fondé, avec son gouvernement et les autres institutions, d'en faire une monnaie légale. Deuxième chose, il y a des dispositions qui exigent que la BEAC harmonise, dans la survenue d'une situation comme celle-là, harmonise les politiques monétaires. Donc, c'est ce que la BEAC aurait dû faire, je crois que ça doit être l'article 23-25. Donc, ils vont le faire. Et le président règle le problème de la tutelle monétaire de la France. Comme le compte des opérations ne peut plus recevoir les bitcoins, puisque la bitcoin devient la monnaie de référence, eh bien, le Trésor français ne sait pas gérer les bitcoins. Ça ne figure pas dans les accords avec la France, ça ne figure pas dans les textes de la BEAC, ce qui fait que le Centrafrique ne sera donc plus sous leur tutelle. Et au passage, il sécurise les recettes publiques. Je vous disais que le compte des opérations fonctionne sur la base, collecte les revenus d'exportation des pays qui utilisent le franc CFA. À partir de maintenant, le Bitcoin ne peut plus aller là-bas, donc ça vient directement vers le Centrafrique. Je vais illustrer pour que tout le monde comprenne vraiment bien. Allez-y. Si le Centrafrique exporte 25 tonnes d'or, au coût actuel d'un kilo d'or à 59 000 €, les 25 tonnes d'or représentent 1,475 milliard d'euros. C'est à peu près 967 milliards de francs CFA. Dans le cas des mécanismes du franc CFA, le Centrafrique va percevoir entre 15 et 35%, c'est-à-dire entre 145 milliards, c'est plus sûr que c'est ça que le Centrafrique va percevoir, et 338 milliards sur 967. Dans le cadre du Bitcoin, c'est-à-dire que si on utilise le Bitcoin et que c'est vendu en Bitcoin, le Centrafrique reçoit tout. L'intégralité de ses revenus d'exportation. Ce qui veut dire que l'État centrafricain va avoir 9 fois plus de ressources, pratiquement 9 fois plus de ressources. Dans une longueur d'avance. C'est-à-dire une capacité d'investissement extraordinaire, démultipliée à très grande échelle. Et c'est ça que le président veut régler. Et d'ailleurs, avec donc une telle capacité, il peut régler les problèmes de route. Il faut à peine 100 milliards pour goudronner Toubangui, par exemple. Le président ne les a pas. Il ne les a pas parce que les Centrafricains ne travaillent pas parce que les Centrafricains ne cherchent pas les solutions, mais parce que l'essentiel de cette devise reste en France et enrichisse la France. Imaginez que le président lance aujourd'hui l'exploitation du gaz et du pétrole dans le cadre des mécanismes du franc CFA. Ce pays a beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole. Toutes les ressources minières, 1 800 000 milliards de francs CFA. Ça veut dire que le président va prendre 1 million, 2 millions de milliards de francs CFA et va faire entrer ça dans les caisses du Trésor français. Et le président a dit, j'ai quand même eu la chance de lire Thomas Sankara. Et je suis quand même dans ce pays où des gens comme les Karenou ont vécu, des gens comme les Bouganda ou les Ngumba ont vécu. Je ne peux pas me permettre de faire un transfert de richesse de cette taille-là vers... En tant que témoin oculaire. Je ne peux pas le faire. Et donc, il décide avec son équipe, avec tout le gouvernement, toutes les institutions qui dirigent le pays, d'aboutir, donc d'adopter le Bitcoin comme monnaie de référence. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez bien que l'impact est tel que les autres pays en Afrique centrale commencent à se demander
pourquoi est-ce que nous, on doit laisser notre argent en France? Parce que le Centrafrique a trouvé le moyen d'éviter que nous, on travaille, on exporte. Au profit des autres. Au profit des autres. En quelque sorte, une dépendance. En fait, il brise le cycle de la dépendance. Il met fin à la dépendance du Centrafrique envers la France. Et il inspire, il montre la voie aux autres pays qui utilisent le franc CFA en leur disant, voilà. Et je vais peut-être chuter par un argument qui renforce cette affaire. L'année dernière, les pays africains, toute l'Afrique, ont exporté le tiers des matières premières dans le monde. Le tiers des matières premières dans le monde, ça représente à peu près 33 milliards de tonnes de matières premières. 33 milliards de tonnes de matières premières, si vous prenez $1 par kilo de matières premières, ça fait que les pays africains auraient dû recevoir l'équivalent à peu près de 33 000 milliards de dollars et l'Afrique centrale, CEAC, aurait dû recevoir autour de 7 500 milliards de dollars. Le problème, c'est que l'Afrique n'a rien vu passer puisque le PIB de toute l'Afrique n'est que de 6 700 milliards de dollars et le PIB de toute la CEAC, les 11 pays de l'Afrique centrale, n'est que de 571 milliards de dollars, alors que les revenus de toutes les matières premières qui ont été exportées en Afrique centrale se montent à 7 500 milliards de dollars. Où est passé l'argent? C'est-à-dire que tout le PIB, donc toute la valeur ajoutée, n'a même pas atteint 10%. L'argent est passé, entre autres choses, au-delà des mécanismes de prédation capitalistique internationale et néocoloniale. Il y a le fait que, spécifiquement, le franc CFA a aspiré l'essentiel. Et c'est ça que le président de ce pays et les institutions de ce pays ont décidé d'arrêter. Mais docteur, avec tous ces avantages quand même, pourquoi est-ce que cette monnaie doit attaquer de l'intérieur? Mais vous comprenez très bien pourquoi elle est attaquée. Elle est attaquée parce que il se passe deux choses. La première, c'est que ceux qui attaquent cette loi et cette monnaie, qui est donc le Bitcoin, sur la base duquel on a créé donc le Sango Coin, qui est la monnaie nationale, parce que c'est ça, en fait, le central a créé sa monnaie nationale. Monnaie. Mais seulement la différence, c'est que sa monnaie est une monnaie numérique. Qui est donc le Sango Coin, qui est adossé sur le Bitcoin. Le Bitcoin, dans le monde de la finance, on l'appelle l'or numérique. Et généralement, les monnaies doivent être garanties par quelque chose. Et avant 1971, toutes les monnaies étaient garanties par l'or. Et là, nous avons donc l'or numérique. Je ne voudrais pas rentrer dans les capacités de la RCA à avoir de l'or physique. Mais là, il y a l'or numérique, donc qui est le Bitcoin et qui garantit le Sango Coin et qui sera géré par la banque centrale numérique de la RCA, comme il y a les banques centrales dans les autres pays. Donc, soit ceux qui, ici à l'intérieur, sont contre cette solution-là, soit c'est parce qu'ils sont justement dans les mécanismes du franc CFA et de la France-Afrique. Et ils ont des prébendes qu'ils touchent. Et du coup, vous comprenez que leurs intérêts sont menacés. Leurs intérêts sont tellement menacés parce que le Bitcoin, le Sango Coin aura trois autres avantages extrêmement importants. Ça va mettre fin à la corruption, ça va mettre fin au détournement de deniers publics, ça va mettre fin au blanchiment d'argent et surtout ça va sécuriser les terres des Centrafricains. Contrairement aux arguments qu'on a entendus et qui laissaient croire que le président et les institutions actuelles bradaient c'est justement la question aussi, mais pas du tout. Ça va plutôt sécuriser, c'est une sécurisation foncière grâce à ce qu'ils ont appelé la tokenisation. C'est pas intéressant de rester dessus, mais c'est le petit processus technique que tout le monde peut retrouver sur le site sango.org et sur ce qu'on appelle le papier blanc, les white papers qui expliquent exactement en détail de quoi il s'agit. Ça va sécuriser les terres des Centrafricains. La FNisation également. Oui, les NFT et tout cela. Donc, il va y avoir ce gens-là, c'est certainement des gens qui en fait servent des intérêts étrangers. Lesquels intérêts étrangers? Que ces intérêts que vous voyez dans les rues, qui sont là du matin au soir, qui grouillent dans les rues de Bangui et qui entretiennent un risque sanitaire extrêmement important dans ce pays. Et comme dans tous les autres pays africains d'ailleurs. Alors, donc, il y a cette première catégorie. Il y a la deuxième,
c'est peut-être des gens qui n'ont pas encore bien compris. Et c'est quand même normal que les gens ne comprennent pas tout d'un coup ce que le président et ses équipes ont mis des mois à construire, mais c'est que le président particulièrement a mis 36 ans à comprendre. Il faut savoir que c'est l'un des meilleurs experts en matière de cryptographie dans le monde, l'un des meilleurs experts en mathématiques dans le monde, et qu'il travaille sur ces questions depuis 36 ans. Ça veut dire que 65% ou peut-être 70% de la population du Centrafrique aujourd'hui n'était pas encore née quand il a commencé à travailler dessus. Mais comment vous avez un grand-père aussi génial, respecté dans le monde entier, et qui est un professeur émérite, un professeur reconnu, quand il vous dit « je travaille dessus depuis 36 ans », écoutez d'abord. Donc je crois qu'il y a cette grande majorité qui... Alors justement, ce problème de communication se pose parce qu'il n'y a pas eu assez de sensibilisation tout autour de cette nouvelle monnaie, et c'est ce qui suscite des réactions. C'est fort possible. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'il y avait un travail technique qu'il fallait faire, qui a commencé par l'ingénierie, d'abord par la vision. Élaborer la vision, ça a pris des mois. Ensuite, il y avait la loi qu'il fallait, l'ingénierie juridique. Maintenant, on va passer, après Genesis Event en juillet, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui gèrent le projet passent effectivement à la phase de vulgarisation. Et ça va se faire en français, en anglais, en sango, en russe, en chinois, dans toutes les langues, parce que ce n'est pas seulement le projet du Centrafrique, c'est le projet de l'Afrique. C'est un projet qui va bouleverser l'écosystème politique africain, mais également l'écosystème économique. Mana Benani, vraiment, il faut y croire. On va y croire. Parce que ce sera quelque chose de révolutionnaire. Il faut considérer que lorsqu'on a créé la monnaie fiat, qu'on appelle fiat, papier, billets, pièces là et tout, ça induit beaucoup de technologies, beaucoup de métiers, et donc une foule d'emplois qui ont permis à l'Europe, par exemple, et à l'Amérique, par exemple, de créer des millions et des millions d'emplois. Ça va être la même chose avec cette monnaie numérique, le Sango Coin. Ça va permettre de créer énormément d'emplois. On a besoin de serveurs parce que, attention, le Centrafrique, j'entends également l'argument selon lequel, oui, mais la blockchain, tout ça là, l'intelligence artificielle, nous, est-ce que le Centrafrique a les réseaux, contrôle les réseaux, tout et tout. Il est prévu que le Centrafrique ait sa propre blockchain nationale. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est l'opportunité de faire de bonnes études en informatique, en télécom, etc., en design, de faire de très bonnes études, et pour les entreprises de se positionner dans le cadre de la construction de cette blockchain nationale. Pourquoi une blockchain nationale? Parce qu'une banque centrale numérique ne peut pas se permettre de ne pas contrôler l'infrastructure sur laquelle tout ça est bâti. J'entends l'argument selon lequel il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas Internet. Non. Vous utilisez le mobile money, est-ce qu'il y a l'Internet pour ça? Aujourd'hui, sur le plan de la technologie, on sait qu'on peut utiliser le Sango Coin en utilisant exactement le même niveau de réseau comme le USSD qu'on utilise pour le mobile money. Donc soyez tranquille, vous n'avez pas nécessairement dans la vie quotidienne d'utiliser Internet pour accéder à votre Sango Coin. Et puis deux, vous n'avez pas nécessairement, ceux qui auront besoin du Sango Coin peuvent savoir comment accéder à Internet. Et je crois qu'il y a des travaux de fibre optique du Cameroun vers ici qui sont en cours et qui vont faciliter tout cela. Mais il y a également le fait que nous avons entendu un argument selon lequel il n'y a pas assez d'électricité, comment on va faire? Oui, mais justement le projet Sango vise à une forte mobilisation des fonds au niveau international. De résoudre tous ces petits problèmes. Pardon, je n'ai pas dit. Qui permettront de résoudre ce type de problème, et je peux vous assurer qu'en ce moment, au moins, ce pays est en train de travailler pour avoir au moins 100 MW d'électricité d'ici au... Parce qu'il y a des projets qui sont lancés partout. Il y en a beaucoup, 100, 200 MW d'électricité au moins d'ici 12 à 15 mois. Et ce sera possible, je sais de quoi je vous parle, ça va se faire. Et c'est dans le cadre de cet écosystème cet écosystème Sango, le crypto hub, la crypto ville qui est prévue. Mais vous voyez que c'est énormément d'emplois qui seront créés pour construire une ville, pour l'électrifier, mettre les routes, etc. La ville universitaire de Damara. Mais c'est des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois qui seront créés, et ça va donner aux jeunes centrafricains l'opportunité de se former sur les technologies les plus à la pointe. Et quand on considère tout cela, quand on tient compte du fait que les terres
des Centrafricains seront sécurisées, quand on tient compte du fait que la nationalité centrafricaine va coûter beaucoup plus cher, selon la loi aujourd'hui, il faut 5 millions de francs CFA pour avoir la nationalité centrafricaine. Dans le cadre du projet Sango, il vous faut 60 000 $. 60 000 $, c'est l'équivalent à peu près de 36 millions. Vous voyez que c'est 7 fois plus cher, contrairement à ce qu'ils pensent qu'on va brader la nationalité. Pas du tout. Ça va coûter 7 fois plus cher. Et vous aurez un engagement de 10 ans d'abord avec le pays pour voir si vous méritez cette nationalité-là. C'est écrit, hein? C'est dans le projet. Il faut que les gens lisent ça très bien. Et vous allez voir que les terres, grâce au projet Sango, quand vous avez votre terre, vos terres quelque part, dès que vous les avez passées dans le processus qu'on appelle de façon technique la tokenisation. J'aime bien ce terme, tokenisation. D'accord. Dès qu'on aura passé tout ça là, votre terre, vous n'avez même plus besoin de suivre. Dès qu'on met ça dans la blockchain nationale, eh bien, ce qui va se passer, c'est que toutes les transactions autour de sur votre terre, vous percevez une petite commission. Donc, vous sécurisez l'avenir. Et c'est ça qui est le grand avantage en économie, c'est que le président s'est posé la question de savoir comment maîtriser l'incertitude économique. Et en économie, la notion d'incertitude est fondamentale. Il faut être sûr qu'on va manger demain. Il faut être sûr qu'on peut envoyer les enfants à l'école. Il faut être sûr qu'on peut se soigner. Il répond en fait aux 5 verbes du président Boganda, qui disait se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, s'éduquer. Mais tout ça se fait essentiellement au présent et dans le futur. Comment on sécurise l'incertitude du présent et même du futur? C'est grâce à ce système de tokenisation qui est contenu dans ce projet Sango. Merci, Dr Yomba. Alors, président Bondakani, vous venez justement d'écouter ce brillant exposé. Yom Tiba, quel regard portez-vous en tant qu'analyste politique? Hier soir au Bongoni. Extraordinaire. Maintenant, moi j'ai un problème. Moi je veux suivre. Alors, nous on appelle ça dans le discours panafricaniste le panafricanisme quanticien. D'accord. C'est une innovation. Ça porte la marque du président Touadéra. Il y a des panafricanismes, toute l'histoire du panafricanisme, puisque c'est ce que me demandait de faire. Hein. Oui, oui. Toute l'histoire du panafricanisme a connu des périodisations, des séquences, tout en te suivant. Donc chaque génération apporte sa pierre et sa spécificité. Nous, pendant plus de 10 ans, quand on a initié ce mouvement, pendant plus de 10 ans, nous étions obligés de faire ce qu'on appelle le panafricanisme tribunicien. Dénoncer, crier. On va continuer à le faire. D'accord. Ça ne finira pas. Tant qu'il n'y a pas de changement. Non, ça ne va pas finir. On va toujours le faire. Crier, crier, crier. On a dénoncé. Alors, les ennemis ont dit, voilà, il bavard seulement. Il crie. Il crie. Mais on veut des solutions. Le génie de ce temps qu'on appelle le président Touadéra, son apport, c'est qu'il nous permet de dire aujourd'hui qu'il y a la solution. Oui. Alors, sa solution est... Ce n'est pas une solution classique. Il est sorti des sentiers battus. Il a apporté une solution révolutionnaire. Tout à l'heure, je vais démontrer en quoi c'est révolutionnaire. En plus, ce qu'il a dit. Posons les bases d'abord. Je ne peux pas reprendre ce qu'il a dit. D'abord, je ne peux pas. L'économie dans laquelle on est en train de sortir, l'économie dans laquelle la Centrafrique est en train de sortir, on appelle ça l'économie... C'est-à-dire, parlons comme ça, matérialiste. C'est-à-dire que la matière, c'est-à-dire à l'état brut, les matières premières à l'état brut sont exploitées et le pays ne maîtrise aucun de ces processus. Il est à l'écart, puisqu'il n'est qu'un territoire. Dans l'économie ancienne, là, de laquelle le président veut vous faire sortir, votre pays n'est qu'un territoire. Ça veut dire que vous n'existez pas. Personne, vous n'existez pas. C'est un territoire rempli de matières premières. Une colonie, même pour c'est un territoire. C'est un territoire, simplement, il n'y a rien qui existe là. D'accord. Alors, cette économie-là, on sait ce qu'elle a produit. On sait où nous a conduit. Chacun connaît l'état du pays actuellement. D'accord. Cet homme a réfléchi. Il a réfléchi, mettant à profit sa longue carrière de mathématicien. Il a dit, il a créé un modèle. Il a inventé un modèle basé sur la... C'est comme une équation. Plus que ça. Il n'est même plus au niveau d'une... Bon, une équation qui est résolue. Oui, qui est résolue. Ce qu'il veut dire, voilà. Ce n'est plus une équation avec des inconnus. Elle est résolue. Il a fait un modèle. Alors, il a basé ça sur la révolution quantique. Je vais expliquer à quelques mots ce que c'est. Donc, vous comprenez très bien. C'est-à-dire que quand on parle de l'économie quantique, de la révolution quantique, c'est que notre monde hier
l'économie, la façon de voir la vie, même la politique, raconter l'histoire, jouer au football, tout ce qu'on faisait, c'était un monde basé sur, c'est-à-dire une opposition entre le matériel et l'immatériel. Je vais vous expliquer, mais c'est important qu'on commence par là. Entre ce qui est physique et ce qui est, appelons ça comme ça, spirituel. Mais la physique, la révolution quantique dit quoi? Écoutez bien. Hein. Oui. Elle suggère que notre réalité se manifeste, écoutez bien, moins dans la matière physique que dans la dynamique, c'est-à-dire que dans la dynamique spirituelle. C'est-à-dire que la réalité est matérielle, elle est énergie, en même temps elle est spirituelle. Imaginez ce que ça veut dire. À partir de ce principe, quelqu'un peut créer un monde nouveau. Écoutez bien. Quelqu'un peut créer un monde nouveau. Quelqu'un peut transformer l'existant en quelque chose d'inimaginable. Peu concret, ça veut dire quoi? La Centrafrique aujourd'hui, si on regarde ça du point de vue matérialiste, du point de vue de la matière, comme je viens d'expliquer, ce pays est bloqué. Oui, sur tous les plans. Très bien, il est bloqué sur tous les plans. Maintenant, le président a des contraintes. Il a analysé ça, il a vu que voici les contraintes. Il a des contraintes géopolitiques. Il y a beaucoup d'intérêts qui mangent sur votre pays. Il y a beaucoup d'intérêts dans le monde qui n'ont aucun intérêt à ce que vous bougez. Et on le voit là. Ça se voit à travers le comportement de la MINUSCA ici, à travers le comportement de l'ancien tutelle, de l'ancien colon et de nouveaux colons. Ça se voit à travers le comportement d'une partie de des élites centrafricaines qui ressemblent à toutes les élites africaines. Hein. Avec la même chose partout. Un président qui a un tel matériau humain, qui a un tel matériau humain, naturel sous la main, réfléchit, dit comment je vais faire. S'il va brutalement, il a évité ça, on lui fait une guerre. Et les ennemis vont prendre des prétextes pour l'empêcher de réaliser son projet. Il a imaginé un projet sur la base de quoi? Il dit que, ok, si sur le plan de la matière, je suis bloqué. Mais si je fais basculer ce pays dans le numérique, tout devient possible. Mais président Bandakani, certains quand même pensent que le Centrafrique a d'autres problèmes urgents à résoudre. Lesquels? Par exemple, infrastructurels. Mais c'est ça. Les problèmes de route, par exemple. Vous n'allez rien résoudre, je viens de le démontrer. Oui. Le modèle économique qui a prévalu jusqu'à présent ne peut rien apporter à la Centrafrique, quelles que soient les volontés des autres. C'est bloqué. Pas seulement en Centrafrique, ce que l'on construit dans le monde, ce que l'on invente dans le monde, les pays puissants, les pays capitalistes, parlons comme ça, eux-mêmes vous disent que c'est fini. Eux-mêmes se sont lancés dans le numérique et ils sont en train de faire basculer le monde dans une révolution numérique sur laquelle moi et vous n'aurons pas de contrôle. Ça sera comme les autres révolutions industrielles passées. Vous voyez, la révolution informatique, la révolution industrielle, tout ça, on n'avait aucune maîtrise dessus et on a été limité à pouvoir les matières premières. On n'avait aucun contrôle dessus. Puisqu'ils sont dans le numérique, pourquoi est-ce qu'ils empêchent l'Afrique ou bien le Centrafrique d'être dans ce projet? Ils ne peuvent pas empêcher, justement. Ils auraient empêché si on se serait mis là et attendre que ça va nous trouver. On vient encore nous apporter, parlons comme ça, les voitures numériques, on nous apporte tous les bienfaits de la révolution, en fait, qu'on vient nous civiliser numériquement. Là, oui. Mais la révolution, c'est quoi? C'est qu'un Africain a dit, non seulement votre affaire, là, c'est mon travail. En tant que professeur, je suis un chercheur dans la matière, je maîtrise ça, mais je vais imposer l'Afrique dans cette révolution. Je vais retourner ça. C'est l'Afrique qui deviendra maintenant, comment on dit ça, le fer de lance de cette révolution. Mais c'est extraordinaire. C'est ce qui est en train de se passer. Nous, on essaie d'expliquer ça pour que tout le monde comprenne, même le vendeur de la rue comprenne. Je vous dis que je reviens dessus. Comment on peut transformer un pays numériquement? Il s'agit de recréer une nation, en fait. De recréer un pays, mais à partir du matériel numérique qu'on appelle la révolution quantique. C'est-à-dire que si je suis faible sur le plan de la matière, mais je deviens fort sur le plan spirituel. Parce que mes possibilités de créativité sont illimitées. Et c'est ce que le président a fait. C'est-à-dire qu'il met en avant l'aspect monétaire, parce que c'est ce qui est possible là, maintenant. À moyen, à court terme, moyen terme. Mais derrière, il a dit, c'est la révolution, c'est l'invention d'un pays. C'est-à-dire, on crée un pays nouvellement, on le réinvente, mais sur la base comment on dit ça, du paysage virtuel que nous permet, que nous donne la révolution quantique. C'est de cela qu'il s'agit. À partir de ce moment, aucun Centrafricain n'est plus ce qu'il était hier, pourvu qu'il intègre ce travail. Et c'est la bataille que le président mène, quand tout à l'heure parlait du déficit en matière de communication. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que tous les Centrafricains s'emparent de ce projet. C'est une révolution mentale qu'il le faut. En attendant que chacun soit sur un ordinateur. Mais il faudrait que mentalement ça bouge pour accompagner le président. Parce que dans le cadre de cette révolution quantique,
tous les Centrafricains sont riches potentiellement. Ils sont riches. Ah oui. Même celui qui mange seulement dans la rue comme ça, il peut malade. Il est riche. Tout le monde va en profiter. Mais comment Même est-ce celui que... qui n'a aucune formation, je dis, il est potentiellement... C'est ça la révolution. Ah ouais. Alors que dans l'ancien monde, il faut que ton père soit riche, par exemple. Ah ouais. Il faut que tu aies, comment on dit, des godasses. Il faut que tu aies des comptes bancaires gagnés pour démarrer dans la vie. Ah ouais. Même quand tu as un diplôme, tu n'es même pas sûr que tu peux démarrer dans la vie. Or, avec le Bitcoin, la monnaie Sango Coin, si tu as un diplôme, l'État, à travers le mécanisme qu'il est en train de dire, peut valoriser ton diplôme en Bitcoin. Mais président, Donc, comment est-ce que la dame du Est-ce que marché... les gens comprennent ça? Justement, ils ne D'accord. comprennent Allez-y. pas. Comment est-ce que la maman du marché pourra se servir du Bitcoin? On va valoriser ce qu'elle fait déjà. Si elle vend seulement les arachides, on dit que, on voit par rapport au projet du président, par rapport à la capitalisation que le président lui l'envisage, on peut voir dans quelle mesure il a utilisé les mots, le mécanisme de Tokenisation. on transforme sa situation si elle vend les arachides. Si elle a une famille composée de 2, 3 ou 4 enfants, mais on valorise ça numériquement. Parce que, mais, quelle est la richesse la plus importante d'un pays? Ce n'est pas la population. C'est clair. C'est pas l'individu. Ah oui, c'est ça. L'individu est riche, c'est la richesse. Tout ce qu'elle fait là, écoutez, le président Touadéra, inventer ce pays de nouveau, pourquoi? Parce qu'il est le président Touadéra, c'est-à-dire un être humain capable de penser. Il est riche parce qu'il est un être humain. L'être humain est la richesse essentielle. Vous ne créez pas de richesse, vous n'êtes pas en mesure de transformer l'être humain en richesse, puisque c'est ce qu'il est. Mais c'est ce qui est au cœur de cette affaire, de ce projet. Donc, ce n'est pas une affaire seulement qui est en l'air. Ça aura des conséquences concrètes sur tout Centrafricain. Un projet révolutionnaire. Pourvu que ce dernier change les mentalités, entre dans ce monde nouveau, qui ne demande rien, sauf de débloquer ses neurones. C'est-à-dire de changer de mentalité. C'est le chantier. C'est le plus dur là-bas. Il faudra aller travailler dans la tête des Centrafricains pour le faire comprendre que ne te fie pas aux apparences. Ton pays a changé, le monde a changé, ton pays a changé. Lance-toi dans l'aventure. C'est cela que tu agis, c'est la dimension politique de l'affaire tout à l'heure. Alors moi, quand on dit que c'est révolutionnaire, pourquoi? En plus de tout ce qu'il a démontré de façon brillante, il est révolutionnaire parce qu'il est attaqué. On attaque ce qui est révolutionnaire. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est révolutionnaire vient bouleverser l'ordre établi. L'ordre établi, c'est que l'immense majorité des Centrafricains sont dans la pauvreté. Quelqu'un vient avec un projet qui veut renverser, il dit que non, richesse partagée pour tous. Mon projet est basé sur le principe que chacun de vous a droit à la richesse. Chacun en profite. C'est ce qu'il dit. Mais on va l'attaquer. Parce que l'ancien système, c'est quoi? La richesse est vous travaillez, c'est nous. La richesse est réservée à une minorité à l'intérieur, mais l'essentiel de la richesse nationale est pompé pour envoyer à l'étranger. Il est révolutionnaire pour ça. Donc on l'attaque pour ça. Ah ouais. Deuxièmement, il est révolutionnaire pourquoi? Il fait passer, il a démontré, le système monétaire africain, il le fait passer à un niveau supérieur. C'est une révolution extraordinaire. Tous les pays africains sont obligés de suivre. Si le Centrafrique réussit, tous les pays africains sont obligés de suivre. D'ailleurs, à l'heure actuelle, tous les collègues présidents du professeur Touadéra le regarde. Ah ouais. Oui. Et pris les doigts comme notre frère réussit. Réussit. Tu réussis, nous on va suivre. Du coup, d'abord, allons nous parlons. La Russie. Allons nous parlons. Oui. Non, je parle du Centrafrique. D'accord. Parce que dans ce domaine-là, la Russie suit le Centrafrique. Alors, les gens ne le savent pas. Vous pouvez vérifier. Hein. Oui, c'est clair. Dans ce projet, c'est là. Les Russes suivent le Centrafrique. Parce que les Russes ont travaillé, ils ne sont pas arrivés à ce niveau. C'est le premier État qui dit je prends cette monnaie. J'en fais une monnaie nationale. Elle dit pas seulement qui est à la remorque de la vieille monnaie. Non, ça va tirer la vieille monnaie. Elle dit qu'il fait de ça l'instrument fondamental de la révolution que le pays dans son pays. Alors tout le monde regarde. Yann m'apprenait hier qu'au Nigeria, on a créé une ville numérique. Wow. On crée une ville numérique. Mais la différence, c'est quoi? Les gens vont dire que là, ils vont vite. Non. Ici, le Sango Coin est la monnaie nationale. Voilà. Au Nigeria, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il y a une monnaie numérique qui est l'appendice de la monnaie, de la vieille monnaie. La monnaie fait comme toi tu l'appelles. Mais ici, c'est autre chose. Tous les pays africains sont en train de vous regarder. Donc, écoutez, même si ça arrêtait ici, le président Touadéra a chamboulé le système monétaire africain. Ah ouais. Il a chamboulé, c'est fini, il a chamboulé ça. Il a chamboulé, moi qui vous parle là, il y a 2 ou 3 ans. Mais je disais à mon frère que, j'étais encore dans les solutions classées pour résoudre la question du franc CFA. Mais c'est lui qui a eu le courage de dire que,
On peut faire comme ça, il dit, donc c'est possible? Ah, c'est possible. Vous voyez, donc, même s'il arrête, même si lui il arrête, nous on va continuer. Mais c'est vrai, la voie est déjà tracée. Engagé dans quelque chose qui ne pourrait plus. La voie est déjà tracée, donc il suffit seulement. Oui, c'est ça, il suffit de suivre. Parce que nous on a vu, on peut voir la lumière, après on abandonne la lumière. Non, impossible. Il fait passer le système monétaire africain à un niveau supérieur. Mais il est révolutionnaire parce que il met la RCA et toute l'Afrique dans un mouvement pour opérer un saut qualitatif historique. C'est-à-dire, on fait un saut. Là, c'est un saut. On part de la pauvreté structurelle organisée à la possibilité d'une richesse extraordinaire illimitée. Ça, c'est un saut qualitatif. Et c'est ça qui caractérise un mouvement révolutionnaire, une procédure révolutionnaire, un processus révolutionnaire. C'est pour ça qu'il a attaqué. Mais qui attaque? Vous aussi, ouvrons les yeux. Regardez qui attaque. Et pourquoi ils attaquent? Le journal qui relaie les attaques, ça se prend qui? Mais ce journal-là est le porte-voix de tous ceux qui ont intérêt à ce que votre pays reste comme ça. D'accord. Sans publicité. On ne lui fera pas publicité ce matin. Parce qu'il n'a pas versé la ici. D'accord. Donc, on sait de quel journal je parle. C'est-à-dire que lui, il est le porte-voix de tous ceux qui ont intérêt, qui ont organisé la mort de la Centrafrique. Vous comprenez? Mais ceux de l'intérieur qui attaquent, c'est quoi? Pour la plupart, ce sont ceux, la minorité, qui profitent depuis les années 60 de la situation de blocage, n'est-ce pas, de votre pays. Donc, ils sont riches quand vous êtes pauvre. Ils sont riches quand vous n'avez pas de perspective. Ils sont riches quand vous n'existez pas. Mais c'est normal qu'ils attaquent. Mais l'erreur qu'ils font, c'est que plus on attaque le projet, plus on fait sa promotion. C'est ça. Plus on attaque, plus on fait sa promotion. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un projet généreux. C'est un projet qui veut libérer l'ensemble des êtres humains. C'est un projet qui est en train de faire ce que Dieu veut qu'on fasse pour la Centrafrique. Comment vous avez fait pour l'Afrique même. Pour l'Afrique. Comment vous faites pour empêcher ça? Je termine. Le docteur Yam tout à l'heure vous a rappelé une phrase du président en campagne. C'est-à-dire, il dit: je veux, à l'instar des grands pays de ce monde, initier un miracle économique. Écoutez les mots, en Centrafrique, au profit d'Afrique. Wow. Je n'ai pas vu la nuance. Il dit bien, je vais initier un miracle économique en Centrafrique au profit des populations d'Afrique. Wow. Vous croyez qu'il est fou, le profit? Il n'est pas fou. Non, il a bien réfléchi même. Mais je vais vous dire pourquoi il dit ça. Expliquez. Regardez, ce pays est trop riche. Et ça suscite des convoitises extraordinaires. Je ne vous apprends rien. Vous avez connu des conflits. Vous avez vu comment on a pu amener des éléments, parlons comme ça, des étrangers. Ils se sont infiltrés. Infiltrés pourquoi? Parce que vous voulez profiter de votre richesse. Et c'est ce qui est en train de se passer. Bon, le président anticipe donc d'abord un pourquoi. Les 6 millions d'habitants de la Centrafrique, écoutez-moi bien, sont payés pour le niveau de votre richesse. C'est-à-dire que vous êtes trop riche, c'est-à-dire que vous êtes tellement riche que vous êtes 6 millions. Vous ne pouvez pas manger la richesse, comme on dit au quartier. Ça crée un problème. Ça va attirer les convoitises. Les gens vont venir fondre sur vous. Parce qu'eux ailleurs, ils sont pauvres. Comme ils sont pauvres, la loi de la vie, de la survie fait que ils vont aller chercher la richesse, le bonheur là où ils voient à côté d'eux. Comme on dit souvent, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Ils vont traverser l'eau. Je n'ai pas dit que c'est leur projet. Je dis que la loi de la nécessité va les faire qu'ils vont traverser l'eau. D'abord, c'est la loi de la vie. L'histoire de l'Afrique, c'est ça. Là où si moi j'ai des bœufs et que la nourriture de mes bœufs sont épuisés dans mon espace, qu'est-ce que je fais? Je les garde ailleurs. Je vais traverser. Et s'il faut faire la guerre, je vais la faire. Parce que celui qui est là-bas, il a la nourriture pour ses bœufs. Comme moi, il sait que faire les bœufs, je suis obligé de partir chercher la nourriture là-bas. Soit il partage avec moi, soit je lui fais la guerre. Pour éviter ça, le président visionnaire dit, c'est pour l'Afrique que je fais ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Africains, s'ils remplissent les conditions qui sont posées, vont venir ici. Les 53 États. Pour aller profiter du bonheur. Mais ils ne sont pas obligés de venir ici. Parce que la Centrafrique va exporter ce modèle qu'ils pourront implémenter chez eux. Mais il est mieux d'importer, de faire venir les Africains ici, que de faire venir les Thaïlandais, que de faire venir, je ne sais pas, les gens qui viennent de très loin, sur lesquels on n'a pas de contrôle, à dire qu'on n'a pas de contrôle là, immédiat. C'est pour ça que dans son discours, il dit ça. Il dit que ça sera, c'est un miracle en Centrafrique, mais au profit des populations d'Afrique pour anticiper sur les convoitises légitimes que les voisins peuvent avoir dû au fait que c'est un pays très, très riche. Je vais chuter par quelque chose. Je chuter par là. Tout à l'heure, quand le docteur Yam convoquait la fabuleuse richesse de ce pays, on dit, document officiel,
il écrit ceci, c'est-à-dire d'importants gisements de cuivre, de cobalt, de colombo-tantalite, de terre et de métaux rares consacrent à la RCA, écoutez bien, le statut de future réserve mondiale de matières premières pour la nouvelle révolution industrielle et technologique. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous déclassez désormais la RDC, notre pays frère, la RDC. Un pays pas comme les autres. La Russie. L'unique au monde. Écoutez, la Russie, vous le déclassez pour être la première réserve mondiale de matières premières de la nouvelle technologie. Imaginez le convoitise qu'a subi la RDC. Vous connaissez l'histoire de ce pays, non? Oui. Imaginez. Dans le contexte mondial actuel, vous voyez comment le monde est en train de se réorganiser, où la matière première, et surtout les matières premières que je viens de citer ici, vont faire l'objet de bagages géopolitiques extraordinaires. Alors si vous parlez de la géopolitique, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme révolution sur cet aspect? Mais c'est que si vous ne faites rien, vous ne bougez pas, mais moi je veux vous dire, hein, les guerres passées n'étaient rien. Les conflits passés n'étaient rien. Je vous dis, regardez ce qu'on a fait à la RDC. À la RDC. Regardez, à cause de ces richesses, vous avez vu, ce pays a été arraché à son peuple. A dit totalement arraché jusqu'à présent. La RDC n'a pas la chance d'avoir un dirigeant de votre envergure. Ils sont très riches, à peu près comme vous. Mais un peu moins, mais ils n'ont pas quelqu'un qui a pensé, qui a formalisé. Je ne sais pas dire que le président Tshisekedi n'aime pas son pays. Non, c'est pas ça qu'il s'agit, je parle des faits. Quelqu'un qui, le fait est que c'est le président Kabila qui a proposé ça. C'est un fait. Donc le fait est que vous avez un dirigeant, lui, qui a modélisé, n'est-ce pas, le potentiel de richesse de votre pays. Si rien n'est fait, c'est ce qui s'est passé hier, et ça a commencé. Pourquoi il y a des guerres dans le Sahel? Vous voyez que c'est quoi? Pendant que nous on dormait, comme on l'a fait hier, ils avaient déjà programmé la recolonisation de le pays. Pourquoi? Parce que justement, ils ont besoin de ces matières premières qui sont vitales pour la nouvelle économie. Leur survie. Non, pour la nouvelle économie dans laquelle ils sont engagés. C'est de cela qu'il s'agit. Les guerres dans le Sahel, tous les conflits qu'il y a eu ici en Est et en d'autres pays sont liés à ça. C'est ça que le président veut empêcher. C'est cela qu'il est en train d'anticiper. Il y a quand même les institutions telles que le FMI et la BEAC qui sont justement en train de venir en SCA pour parler de ça avec le président Touadéra. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont fini par comprendre que ce projet est tout simplement révolutionnaire? Il n'y a pas meilleure publicité que ça. C'est-à-dire qu'en matière de publicité au niveau mondial, il n'y a pas meilleure publicité que ça. Ils ont compris. Le drame, c'est quoi? Vous voyez pourquoi depuis quand je parle avec mon frère Yann, je dis que mon problème c'est que j'espère que les Centrafricains, les Africains vont comprendre. Eux, ils ont déjà compris. Quand la Banque mondiale vient vous dire que bon, vous ne demandez pas l'argent, il dit je vous donne l'argent. Ils ne vous donnent pas l'argent. Ah oui. Ils se préparent, ils ont vu, ils vont, c'est-à-dire, ils ont déjà compris qu'il faut ramasser l'affaire, c'est très vite. Or, si les Centrafricains dorment, le président fera quoi? Le président a besoin d'argent pour investir dans ton pays. Il a des projets, il vous a parlé de l'université, la ville universitaire de Damara. J'ai ici tous les projets du président, j'ai ici son plan de relance stratégique qui demande 14 milliards 765 millions de dollars. C'est écrit là. Mais il a besoin d'argent. Si nous les Africains dorment, mais ils vont venir, ils vont acheter, ils vont s'investir dans ça, vous ne pouvez même pas imaginer, mais parce qu'ils n'ont pas ça chez eux. Ils n'ont pas ces matières premières chez eux. C'est pour ça que c'est le véritable projet de président. Quand on parle de Sango-Coin, l'aspect monétaire, n'est que, comment on dit ça, la face visible de l'iceberg. Mais c'est-à-dire que c'est que tout Centrafricain là où il est aujourd'hui, peu importe son état, qu'il comprenne que dans l'aventure-ci, je peux devenir millionnaire, je peux être très riche. Et lorsque même la monnaie a été lancée, c'est la majeure partie des Occidentaux et des Américains qui ont commencé à acheter même cette monnaie. Je vous dis à l'heure actuelle, mais vous allez voir. Votre pays va être envahi par tous les financiers du monde. Mais ils savent voir. Et puis, ils savent que l'avenir c'est ici, que l'avenir c'est en SCA. Ils l'ont déjà compris. C'est pour ça qu'on... Bon, quand on parle comme ça, vous voyez comment le débat sur la Constitution est un débat antédiluvien. C'est-à-dire que c'est un débat de Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment est-ce que les gens n'arrivent pas à admettre que pour accompagner un tel projet, il faut mettre la Constitution à niveau. Oui, c'est clair. C'est dramatique. Il faut revoir d'abord. C'est de cela qu'il s'agit. On dit que non, il veut, c'était les autres pouvoirs, il veut. Mais quand les gens entendent ça à l'étranger, ils sont dépassés. Alors, si la Constitution n'est pas solide, rien ne va tenir?
Elle doit s'adapter pour porter le projet. Parce que cette construction-là, elle était faite pour le vieux monde. Là. Cette construction était faite pour le vieux monde. L'ancien monde matériel. Matériel qui est mort. Le monde d'aujourd'hui, là, la Centrafrique nouvelle, là, mais a besoin d'une nouvelle construction qui est en adéquation avec la révolution qui est en train de se mettre en place, la révolution qui est indispensable pour vous. Parce que hormis ça, c'est la mort. Hormis ça, c'est la mort. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc il faut donc que les Centrafricains s'emparent de ce projet. En tout cas, moi je vous dis, nous on est venus ici, on a vu. On a vu, on a compris. Si vous voulez vous laisser, nous on va pas laisser. Nous, la révolution, c'est là. Oui. On va suivre jusqu'à la gare. Si vous amusez avec le président Touadéra, nous on va le prendre là-bas. On le ramène comme vous allez le récupérer, mais non, on va vous refuser cela. Il ne faut même pas en avoir un projet. Il ne faut même pas en avoir un projet. Moi, c'est gentil. Écoutez, les Russes vont le prendre. Ben oui. Impossible. Il ne faut même pas en avoir un projet. Tous les pays qui ne sont pas prêts vont prendre ce projet. Les Français vont prendre ce projet, je vous le dis, et ils vont le convertir. Ils vont vous vendre ça en nouveau partenariat pour le futur. Donc, il faut que non, on ne va pas arriver à ce niveau. Oui, tout l'humour là, c'est de l'humour, mais on parle sérieusement. Voilà. Tout l'intérêt de ce qu'on est en train de faire, c'est de partager avec nos frères centrafricains. C'est-à-dire que c'est un monde nouveau. Les atouts qu'il fallait hier pour être quelqu'un dans ce monde-ci sont à la portée de tout le monde. Vous pouvez qu'on bouge ces petites neurones. Alors, docteur Yamtimba, on parle justement d'Amara City, la nouvelle ville. Est-ce que vous pensez que les Centrafricains auraient encore quelque chose à d'autres nations ou bien à d'autres pays? Mais peut-être que c'est ça qu'il faut leur expliquer clairement et leur faire comprendre. Que il faut que leur esprit aille au-delà des routes poussiéreuses, au-delà des problèmes d'électricité, au-delà des problèmes d'infrastructure, au-delà des blindés et des grosses voitures de l'ONU qui rencontrent à chaque carrefour, au-delà des difficultés quotidiennes. Il faut qu'ils s'élèvent. Ce à quoi le président invite ses compatriotes centrafricains et africains, c'est un voyage. Un voyage merveilleux qui est on pourrait dire une odyssée. Oui. C'est-à-dire le roman de l'accomplissement des Centrafricains et des Africains en tant qu'hommes. Vous savez, comme l'a écrit Émile McFoy, l'Odyssée de Mungu. C'est-à-dire que les gens disent, quand ils entendent Damara City, mais Damara City, les meilleures universités dans le monde ne pourront pas suivre. Et le président insiste sur Damara City, et ce que je crois comprendre, c'est l'idée que les Centrafricains doivent se rappeler que ce pays, c'est le pays de Punt. C'est-à-dire c'est le pays à partir duquel c'est l'une des zones de début de l'humanité. Et quand on dit l'humanité, parce que l'os d'Ishango, le premier document mathématique, c'est à 2 pas, de l'autre côté du fleuve. C'est à 2 pas là. Et il faut imaginer que les populations d'ici sont des populations, comme toutes les populations africaines, essentiellement des populations scientifiques. Et il n'y a pas d'autre moyen d'arriver, de faire ce voyage, de pouvoir entrer dans le train de ce voyage, que de s'élever au-delà des apparences qui sont là. Il faut que les gens arrivent à se dire, le peuple souffre en ce moment, nous souffrons, mais en réalité, il suffit de fermer les yeux et de monter un peu au-dessus pour pouvoir voir cette nouvelle vie, qui n'est plus la vie de cet ancien monde qui est dépassé. Comme on a souvent l'habitude de dire, le prix de la liberté, c'est ça. C'est la souffrance. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Parce que c'est un monde nouveau. Et il faut se crier pour dire non, pour dire c'est la fin, pour passer à autre chose. Et la ville universitaire de Damara sera l'un des grands symboles de cette nouvelle Centrafrique. Parce que lorsque vous avez la capacité de former votre jeunesse, vous érigez des citadelles de la conquête du nouveau monde et vous érigez des capitaines d'industrie, des capitaines scientifiques, des capitaines d'une nouvelle politique, vous érigez des capitaines de la technologie nouvelle et vous construisez quelque chose que vous voyez réalisé dans l'ancien monde, dans d'autres pays. Vous savez, en 1990, je ne suis pas sûr que Dubaï était plus développé que Bangui. Non.
C'était pas plus développé. Ah oui. Mais il a fallu des dirigeants qui ont dit on peut se hisser vers quelque chose, on peut aller plus loin, on peut faire autre chose que ça. Si vous vous souvenez, aujourd'hui, l'une des zones les plus développées de Chine, la ville de Shenzhen, ou le quartier Pudong, par exemple, à Shanghai, c'était des marécages il y a 30 ans. Wow. Aujourd'hui, c'est les endroits les plus développés, les plus à la pointe dans le monde. C'est ça, la vision qu'il y a derrière le projet Sango. C'est faire de ce pays le phare qui va illuminer. Parce que si dans l'Antiquité, les gens sont partis d'ici pour illuminer le monde, alors il est encore possible de le faire. Et on ne peut le faire qu'en se fondant sur les capacités scientifiques qui permettent de comprendre le monde et de l'organiser tel qu'on le veut. Voilà pourquoi la ville de Damara permettra, la ville universitaire de Damara permettra justement au Centrafrique de se mettre au niveau qu'exige le projet Sango. Ce n'est pas un niveau moyen. Ce n'est pas un niveau moyen de gens qui peuvent venir et essayer de faire le beau. C'est un niveau qui est à la pointe. C'est-à-dire ce qui se fait de mieux. Ce sera le niveau des meilleurs parmi les meilleurs. Donc quand vous avez un président qui imagine un monde comme celui-là, le monde des meilleurs parmi les meilleurs, vous ne pouvez pas avoir les textes qui ne sont pas au même niveau. Parce qu'il faut absolument comprendre que j'ouvre cette parenthèse. Il faut absolument comprendre que le projet d'une nouvelle constitution dans ce pays n'est pas une lubie. Ce n'est pas pour dire, moi aussi j'avais rédigé une constitution. C'est pour dire, lorsque je veux construire un monde numérique, si je veux faire fonctionner une banque centrale numérique, si je veux faire fonctionner une monnaie nationale numérique, est-ce que la constitution de 2016 permet de gérer ce genre de choses? Impossible. Si je veux créer un crypto hub, une crypto island, est-ce que la constitution de 2016 permet de gérer une crypto island? Est-ce que les implications... Cette constitution ne sera pas à la hauteur. Pas du tout. Est-ce que les implications technologiques, les implications scientifiques, les interactions sociales nouvelles nées de ce nouvel écosystème politique, social, scientifique, culturel, est-ce que la constitution de 2016 permet de gérer ce nouvel écosystème? Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, nous ne soyons plus en train de penser que notre monnaie, c'est le franc CFA, il faut aller au trésor français, il faut que les banques, parce que les banques actuelles ne vont pas survivre. Hein. Ah oui. Ah non, pas du tout. Ce que vous avez... Ils sont en phase de déclin. Absolument. Et vous voyez que ce seront de nouvelles relations avec... Les banques auront une nouvelle configuration. Le président en a prévu un certain nombre, la banque des femmes, la banque des jeunes, la banque des militaires, etc. Et vous voyez, la banque des militaires, c'est une innovation. Oui. Il n'y a aucun pays au monde qui a une banque des militaires. Mais les sacrifices de ces hommes et de ces femmes dans ce pays justifient pour un homme qui pense à la richesse partagée que ces gens-là doivent avoir un cadre spécifique parce qu'ils ont des problèmes très spécifiques qui puissent les aider. Et vous voyez que vous avez là également... Quand vous parlez de Damara, cette ville universitaire, ce sera le président crée des carrefours. Il crée des lieux de rencontre. Parce que c'est ça une ville universitaire. Il crée un lieu de rencontre de toute la jeunesse. De l'intelligence. Je commence déjà par la partie de la jeunesse. Mais de la jeunesse centrafricaine et africaine, mais et mondiale. Parce qu'une université accueille tout le monde. Mais il crée surtout, et il faut que les gens rentrent dans l'histoire pour bien comprendre. Il crée ce qu'on appelle les carrefours scientifiques. C'est ça qui a fait hier la force du monde musulman, la ville de Damas, la ville universitaire de Damas. C'est ça qui a fait hier la force des royaumes Tombouctou, Songhai, la ville universitaire de Tombouctou et de Gao. C'est ça qui a fait hier, je voudrais pas, on va finir par là. C'est ça qui a fait hier la force de l'Europe. Les universités de Florence, de Paris, de Londres, de Düsseldorf, de Berlin. C'est ça qui fait aujourd'hui la force des États-Unis, MIT, Harvard, Stanford, etc. C'est ça qui fait la force de toutes ces universités de Pékin, de Shanghai, etc. C'est ça qui, lorsque l'humanité a stabilisé la science, a fait la force de l'Égypte antique, Hierapolis, Thèbes, etc.
Il faut que les gens comprennent cela comme ça. En fait, c'est ce carrefour de l'intelligence et de la jeunesse qu'il crée. C'est ce carrefour de créativité et de l'innovation qu'il crée. C'est ce carrefour où s'élabore le monde de demain qu'il crée. D'accord. Docteur Président Badakani, un dernier mouvement en 10 secondes. Alors, Justine. Allez-y, votre mot de la fin. En 10 secondes. Je dirais simplement autrement ce qu'il a dit, la même chose. Il faut que la Constitution soit changée. D'accord. Pour que chaque Centrafricain ait droit à la richesse. D'accord. Dans la vieille Constitution du vieux monde, de la vieille RCA. Du matériel. Du matériel. J'aime ce mot. La RCA fossile, d'extraction à l'état brut des matières premières. La Constitution la permettait que les chefs de guerre deviennent riches. C'est une Constitution qui fait de la guerre l'activité économique par excellence. Quand dans une Constitution, il y a 4 présidents, il y a un président élu, il y a d'autres présidents par décret qui peuvent dire au président, tu veux faire ça, je ne signe pas. Et le pays est bloqué. C'est une Constitution chrysogène. C'est bien pour le vieux monde, mais pour un monde qui va, pour un monde quantique, où tout le monde est appelé à être riche, elle est inadaptée. Inadaptée, ce n'est pas un débat politicien, cette affaire. C'est le débat, la Constitution, le débat contre la Constitution, c'est le débat de l'avenir d'une nation, du destin de ces populations, de la possibilité d'être riche pour tout le monde, ou bien de la possibilité d'être riche pour une minorité. Une minorité. Alors, Gypsy, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous, chers panélistes, d'avoir été avec nous. Je fais allusion à M. Badakani, qui est homme politique, et docteur, je vais donner votre titre au docteur encore. Désolé. À docteur Yam Timba, qui est analyste politique et économiste. Merci d'avoir été avec nous, consacré exclusivement cette édition spéciale sur la RCA concernant le projet Sango Coin. Et merci aussi à nos amis qui nous suivent du côté du Cameroun For You Media et ceux aussi qui nous suivent du côté de la RCA. Alors c'est la fin de cette édition spéciale qui prend fin. Merci à vous. On se donne rendez-vous demain à 7h pour une nouvelle édition spéciale. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.